À plus de 80 ans, Sheila avance encore vers la lumière, le sourire intact, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Pourtant, derrière les applaudissements, une autre femme rentre seule, dans une maison où le silence pèse parfois plus lourd que toute une vie de succès. Elle a vendu des millions de disques, traversé les modes et survécu aux rumeurs. Mais ce que le public ignore, c'est le prix terrible de cette longévité. Car chez Sheila, chaque victoire cache une blessure et chaque chanson semble retenir un nom qu'elle n'ose plus appeler. Avant que les blessures ne portent un nom, il y eut la lumière. Une lumière immense, presque aveuglante, qui transforma une jeune fille en idole nationale. Sheila chantait, dansait, souriait, et la France entière croyait voir l'image parfaite du bonheur. Ses chansons entraient dans les foyers, ses disques se vendaient par millions, son visage semblait appartenir à tout le monde. Sauf peut-être à elle-même. Car derrière cette réussite éclatante se trouvait un mécanisme redoutable. Claude Carrère, producteur aussi puissant qu'exigeant, comprit très tôt que Sheila n'était pas seulement une voix. Elle pouvait devenir une marque, un rêve collectif, une machine capable de remplir les salles et les caisses. Dès lors, chaque détail fut pensé, surveillé, corrigé. Sa coiffure, ses vêtements, ses horaires, ses déclarations, jusqu'à la façon dont elle devait sourire devant les photographes. Le public voyait une artiste libre. En réalité, Sheila avançait dans un couloir dont d'autres tenaient les portes. Plus son succès grandissait, moins elle avait le droit de choisir. On lui demandait de chanter quand elle était épuisée, de paraître heureuse quand elle doutait, de protéger une image lorsque son équilibre commençait à se fissurer. Elle rapportait trop pour qu'on lui permette d'être humaine. C'est là que naît le premier paradoxe de son destin. Sheila était aimée par des millions de personnes, mais cet amour s'adressait surtout aux personnages construits autour d'elle. La jeune femme, elle, restait enfermée derrière le décor. On connaissait ses refrains, on imitait ses tenues, on commentait ses gestes, mais qui prenait encore le temps de lui demander ce qu'elle désirait vraiment. Dans cette industrie, la célébrité peut ressembler à une couronne. Pourtant, certaines couronnes serrent comme des menottes. Sheila comprit peu à peu que son succès avait un prix, et que ce prix se payait avec son intimité, sa spontanéité, parfois même avec sa capacité à faire confiance. Quand une personne vit trop longtemps sous le contrôle des autres, elle finit par confondre l'attention avec la tendresse, la protection avec la possession, et les promesses avec l'amour. Puis un homme entra dans le cadre. Il était chanteur, séduisant, déjà connu du public. Son nom était Ringo, mais derrière ce nom de scène se cachait Guy Bale. Aux yeux des magazines, leur rencontre semblait évidente. Deux vedettes, deux sourires, deux carrières réunies dans une histoire que la France s'était prête à applaudir. Tout paraissait parfait, peut-être même trop parfait. Car en 1973, lorsque Sheila accepta de l'épouser, personne ne pouvait encore imaginer que ce mariage, présenté comme un conte de fées, deviendrait la première grande prison de sa vie. En 1973, la France croit assister à l'union parfaite. Sheila épouse Ringo, et les magazines en font un roman national. Deux vedettes, une cérémonie éclatante. Tout semble conçu pour rassurer le public. On parle d'amour, de réussite, d'avenir. Mais derrière les photographies, quelque chose se referme déjà autour d'elle. Sheila entre dans ce mariage avec l'espoir de trouver enfin un refuge. Après des années passées à obéir aux exigences du métier, elle veut croire qu'un foyer peut lui rendre ce que la célébrité lui a pris. Pourtant, la tendresse laisse vite place à la froideur. Ce qui devait être un abri devient un espace de solitude, où les gestes les plus simples semblent pesés, calculés, parfois utilisés. Ringo n'est pas seulement perçu comme un mari distant. Peu à peu, l'idée s'installe qu'il profite aussi de l'aura de Sheila, de son nom, de sa popularité.
Elle continue de travailler, de sourire devant les caméras, de préserver l'image du couple, tandis qu'à l'intérieur, le lien se fissure. Plus le public admire leur bonheur, plus Sheila apprend à cacher ce qui l'étouffe. Puis vient Ludovic. Sa naissance aurait pu réparer ce que les adultes n'arrivaient plus à sauver. Pendant un temps, l'enfant devient le centre d'une espérance fragile. Sheila s'accroche à lui comme à une promesse. Mais un enfant ne peut pas porter le poids d'un mariage déjà blessé. Les silences s'allongent, les tensions s'enracinent, et le conte de fées ressemble bientôt à une mise en scène dont personne n'ose arrêter la représentation. En 1979, le divorce tombe comme la fin officielle d'une histoire déjà morte. Sheila quitte cette union avec un fils à protéger, une carrière à défendre et une réputation que la presse dissèque encore. Ringo, lui, s'éloigne presque entièrement. Les contacts deviennent rares, puis inexistants. Il laisse Sheila assumer seule l'éducation de Ludovic, comme si la séparation avec une femme autorisait aussi l'abandon d'un enfant. C'est ici que le véritable drame commence. Sheila peut survivre à un mariage brisé, mais Ludovic grandit avec un vide qu'aucune tournée ne peut combler. Il voit sa mère partout, sur les écrans, dans les journaux, sur les affiches. Pourtant, dans son histoire intime, il cherche surtout le père qui a choisi de disparaître. Sheila tente d'être tout à la fois, mère, protectrice, artiste, rempart. Mais lorsqu'une femme passe sa vie à réparer les dégâts laissés par les autres, elle finit parfois par ne plus voir les blessures qui se creusent sous ses yeux. Elle pensait avoir quitté Ringo en 1979, sans savoir que son ombre allait continuer de grandir dans le cœur de leur fils, jusqu'à transformer l'amour entre une mère et son enfant en une guerre que personne ne pourrait gagner. Ludovic grandit dans une contradiction impossible. Sa mère est partout, sur les écrans, dans les magazines, dans la mémoire collective. Mais son père, lui, est presque absent. Très tôt, le garçon comprend qu'il porte un nom célèbre, sans posséder l'équilibre que ce nom laisse imaginer. Sheila tente de combler ce manque. Elle travaille, protège, pardonne. Dawson. Mais plus Ludovic avance vers l'âge adulte, plus une colère sourde s'installe en lui. Il ne veut pas seulement être le fils de Sheila. Il veut exister sans son ombre, sans les comparaisons, sans cette image de famille parfaite que le public projette sur eux. Alors il cherche ailleurs une identité qui lui appartienne, dans la provocation, les excès, les fréquentations dangereuses. Peu à peu, la révolte devient un mode de vie. Les addictions s'installent, les nuits s'allongent, et chaque tentative de sa mère pour le ramener vers elle est reçue comme une intrusion. Entre eux, l'amour ne disparaît jamais. C'est justement ce qui rend leur affrontement si violent. On ne blesse jamais aussi profondément que lorsqu'on connaît l'endroit exact où l'autre était fragile. Ludovic parle aux médias, accuse Sheila d'avoir été une mère distante, prisonnière de sa carrière. Il écrit, raconte sa version, expose leurs blessures devant un public avide de scandales. Pour Sheila, le choc est immense. Le fils qu'elle a élevé seul devient celui qui l'humilie publiquement. Pourtant, derrière chaque attaque, elle continue de voir l'enfant abandonné par son père. Elle entend la haine, mais cherche l'appel au secours. Elle voudrait sauver Ludovic sans savoir comment l'approcher, sans déclencher une nouvelle explosion. La situation dépasse bientôt le cadre familial. Menaces, harcèlement moral, pression répétée. Sheila en arrive à saisir la justice contre son propre fils. Pour le public, le geste paraît incompréhensible. Pour elle, c'est la dernière frontière avant l'effondrement. Porter plainte contre son enfant n'efface pas l'amour. Parfois, cela révèle qu'une mère n'a plus d'autre moyen pour empêcher la peur d'entrer chez elle. Ludovic reste enfermé dans ses dépendances et sa rancœur. Chaque apparition publique éloigne davantage la possibilité d'une réconciliation.
Les mots se durcissent, les silences s'allongent et le temps commence à travailler contre eux. Sheila espère un retour. Elle imagine une conversation sans journaliste, sans reproche, sans passé. Un instant où son fils lui dirait enfin ce qu'il attendait d'elle et où elle pourrait répondre autrement qu'en se défendant. Mais certaines familles croient avoir encore des années pour réparer ce qui s'est brisé, jusqu'au jour où le téléphone sonne et où il ne reste plus aucun lendemain pour demander pardon. En 2017, le téléphone sonne et avec lui s'effondre la dernière illusion. Ludovic Chancel est mort à 42 ans, emporté par une overdose. Il ne reste plus de temps pour reprendre une conversation interrompue, plus de lendemain pour transformer la colère en pardon. Entre une mère et son fils, les mots les plus importants resteront désormais enfermés dans le silence. Pour Sheila, la douleur ne ressemble à aucune autre. Elle ne perd pas seulement son enfant unique. Elle perd aussi la possibilité de le sauver, de lui expliquer ses absences, de lui dire qu'au-delà des procès, des accusations et des blessures publiques, il était toujours l'amour le plus profond de sa vie. La mort ne ferme pas seulement une porte, elle détruit la maison entière. Dans l'effondrement, Sheila doit pourtant agir. Organiser les funérailles, répondre aux démarches, affronter les regards, tenir debout devant ceux qui attendent d'elle une phrase, une larme, une explication. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment une mère peut-elle choisir des fleurs pour le cercueil de l'enfant qu'elle a mis au monde? Et au milieu de cette épreuve, une absence devient plus lourde que toutes les présences. Ringo ne vient pas. Il ne paraît pas au dernier adieu de son propre fils. Aucun geste public ne vient combler des décennies de distance. Pour Sheila, déjà brisée, cette indifférence ressemble à une seconde condamnation. Comme si Ludovic était abandonné une dernière fois, jusque devant sa tombe. Le public voit une chanteuse en deuil. Mais derrière le visage connu, une femme se débat avec une question qui ne lui laissera plus jamais de repos. Aurait-elle pu faire davantage? Aurait-elle dû parler autrement, intervenir plus tôt, pardonner plus vite? Lorsque la mort arrive, avant la réconciliation, le chagrin se nourrit de toutes les phrases que l'on n'a pas prononcées. Sheila l'avouera plus tard, Ludovic était le grand amour de son existence. Sa disparition la pousse si près du gouffre qu'elle pense parfois à le rejoindre. Ce n'est pas une faiblesse, mais l'aveu d'une mère dont la vie vient de perdre son centre. Car survivre devient presque une trahison. Respirer paraît injuste, continuer semble impossible. Pourtant, elle reste. Non parce que la douleur s'apaise, mais parce qu'elle apprend à la porter sans qu'elle soit visible à chaque instant. Elle remonte sur scène, offre son sourire, et personne ne peut deviner qu'à l'intérieur, une chambre est restée ouverte pour un fils qui ne reviendra plus. Mais ce n'était pas la première fois que Sheila se retrouvait au bord de la mort. 30 ans plus tôt, son propre corps avait déjà cessé de lui obéir. Et pendant 4 jours, elle avait dû choisir entre abandonner ou revenir à la vie. Bien avant la mort de Ludovic, Sheila avait déjà connu ce moment où la vie semble suspendue à un fil. En 1987, une septicémie foudroyante la terrasse. Pendant 4 jours, son corps lutte, épuisé par des années de travail, de pression et de silence accumulé. CJ, pour la première fois, la femme que l'on croyait infatigable ne peut plus sourire, ni chanter, ni faire semblant d'aller bien. À cet instant, tout ce qui paraissait essentiel s'effondre. Les chiffres, les disques vendus, les couvertures de magazines, tout devient dérisoire. Sheila pense à ses parents. Elle comprend que renoncer à vivre serait aussi les condamner à porter une douleur qu'ils ne méritent pas. Alors, elle s'accroche, non par héroïsme, mais par amour. Parfois, survivre commence simplement par le refus de briser ceux qui nous aiment encore. Lorsqu'elle revient, quelque chose a changé. Son corps lui a rappelé une vérité que son entourage préférait ignorer.
Une artiste n'est pas une machine. Pourtant, depuis des années, on décidait de son rythme, de son apparence, de ses mots, jusqu'à son identité. Le scandale le plus cruel fut cette rumeur affirmant qu'elle serait née homme. Kakazarewiz, une invention répétée si longtemps qu'elle finit par s'accrocher à elle comme une seconde peau. Pour une jeune femme exposée au regard de millions de personnes, cette violence fut immense. Ce n'était pas seulement une attaque contre sa carrière, mais contre son intimité, sa féminité, son droit à exister sans devoir prouver qui elle était. Certains évoquèrent même l'idée que le scandale avait pu être entretenu pour nourrir la curiosité autour de son nom. Quelles qu'en soient les origines, Sheila emporta seule l'humiliation. Puis vint la rupture avec Claude Carrère. Celui qui avait contribué à bâtir son succès était aussi devenu le symbole d'un système qui l'avait enfermé. Les conflits autour des droits et des contrats éclatèrent au grand jour, jusqu'aux affrontements judiciaires de 1995. Ce combat ne concernait pas uniquement l'argent. Il s'agissait enfin de récupérer sa voix, après tant d'années à chanter selon les décisions des autres. Mais une autre cruauté l'attendait. Passés 40 ans, les maisons de disques commencèrent à détourner le regard. En France, une femme vieillissante semblait devenir indésirable, comme si le talent avait une date d'expiration. On ne lui pardonnait plus de ne pas être la jeune fille que le public avait connue. Sheila aurait pu disparaître. Elle choisit de rester. Et au milieu de cette bataille, un homme entra dans sa vie sans chercher à exploiter son image. Il s'appelait Yves Martin. Et pour la première fois depuis longtemps, elle crut rencontrer quelqu'un qui voulait protéger la femme, pas posséder la vedette. Yves Martin n'entre pas dans la vie de Sheila comme un prince de roman, mais comme une présence qui apaise. Producteur, musicien, chanteur connu sous le nom de Lionel Leroy, il comprend ce langage particulier que seuls ceux qui vivent dans l'ombre des projecteurs savent entendre. Avec lui, Sheila n'a plus besoin de jouer un rôle à chaque seconde. Elle peut enfin déposer l'armure, respirer, redevenir une femme avant d'être une icône. Leur histoire s'installe dans le temps, loin du vacarme des contes fabriqués. Depuis les années 1980, Yves devient ce point fixe que Sheila n'avait presque jamais connu. Il n'efface ni les blessures du passé, ni les humiliations, ni les fractures laissées par Ringo et par des années de contrôle. Mais il offre autre chose, quelque chose de plus rare encore, une forme de paix, une fidélité du quotidien, un rire partagé, une complicité née de la musique et de la compréhension mutuelle. Quand ils se marient en 2006, beaucoup y voient l'aboutissement naturel d'un lien déjà ancien. Pour Sheila, c'est surtout la reconnaissance d'un homme qui ne l'a pas aimée pour son affiche, mais pour ses fêlures. Yves n'est pas là pour profiter d'une légende, il est là pour tenir la main d'une femme qui a longtemps dû se tenir debout toute seule. Mais même les amours les plus sincères ne sont pas invincibles. Le temps, la fatigue, puis surtout la santé d'Yves viennent fissurer ce refuge. Après 2 AVC, son état se dégrade lourdement. Le quotidien change de visage. Ce qui était une relation d'élan devient peu à peu une lutte contre l'usure, l'inquiétude, l'impuissance. On s'aime encore, mais l'amour ne suffit pas toujours à effacer l'épuisement, ni à réparer ce que le corps détruit. Leur divorce, prononcé discrètement en 2016, n'a rien d'un scandale. Il n'y a ni grand fracas, ni trahison spectaculaire. Il y a seulement 2 êtres que la vie a poussés au bord de leurs limites. Là, c'est une séparation triste, presque silencieuse, comme si chacun comprenait que l'autre n'était pas l'ennemi. Certaines histoires ne se terminent pas parce que l'amour meurt. Elles se terminent parce que la douleur, la maladie et le poids des années
finissent par prendre toute la place. Et pourtant, entre eux, le lien ne disparaît pas. Sheila continuera de parler d'Yves comme d'un homme essentiel, d'un compagnon de route, d'un véritable âme sœur. Il fait partie de ces rares personnes qui ont connu la femme derrière la star, la mère derrière l'artiste, la fragilité derrière la discipline. Puis, en juin 2021, Yves Martin s'éteint à l'âge de 65 ans. Même après le divorce, la nouvelle frappe Sheila comme une onde glaciale. Elle lui rend hommage avec des mots simples, mais déchirants, rappelant qu'il a occupé plus de 25 ans de sa vie avec son talent, sa musique et leurs éclats-caisses de rire. Dans une existence déjà traversée par la perte de son fils, cette disparition ajoute une solitude de plus, un visage de plus que la mémoire refuse d'abandonner. À force, le destin semble lui reprendre un à un tous ceux qui avaient encore une voix dans son histoire. Et quand les lumières s'éteignent, quand la porte de sa maison se referme, Sheila se retrouve face à ce qu'aucune célébrité ne peut vaincre. Le silence. C'est alors que l'on comprend pourquoi, malgré l'âge, malgré le deuil, malgré les blessures, elle continue de monter sur scène. Parce qu'il ne lui reste presque plus que cela pour empêcher le vide de l'engloutir. À plus de 80 ans, Sheila avance encore vers les projecteurs. De l'extérieur, cela ressemble à une fidélité au métier. Mais derrière cette énergie se cache une vérité plus intime. La scène n'est plus seulement son lieu de travail, elle est devenue le dernier espace où le silence ne peut pas l'atteindre. Ses parents ne sont plus là. Ludovic, son fils unique, a disparu avant qu'il puisse réparer ce qui les séparait. Ringo s'est effacé depuis longtemps et Yves Martin, celui qui avait partagé 25 années de sa vie, appartient désormais à la mémoire. Autour d'elle, les générations passent, les familles se rassemblent. Sheila, elle, retrouve souvent une maison trop calme, où chaque pièce semble conserver le souffle de quelqu'un qui ne reviendra pas. Voilà pourquoi elle travaille encore. Elle enregistre, répète, prépare des tournées, reprend la route. Son album « À l'avenir » n'est pas seulement un titre, c'est presque une déclaration de survie. Regardez devant, même lorsque le passé tire en arrière. Continuez, même lorsque l'on ne sait plus très bien pour qui l'on rentrera le soir. Certains pourraient croire qu'elle cherche à prolonger la gloire. Mais Sheila n'a plus besoin de prouver qu'elle a été célèbre. Elle a vendu des dizaines de millions de disques, traversé les modes, résisté aux rumeurs, aux procès, aux humiliations et à l'oubli programmé. Ce qu'elle cherche aujourd'hui est plus essentiel, rester reliée au monde. Sur scène, chaque chanson fait renaître une époque, chaque applaudissement repousse un peu la solitude. Pendant quelques heures, elle n'est plus la mère qui se demande ce qu'elle aurait pu faire pour sauver son fils. Elle n'est plus la femme abandonnée, blessée ou endeuillée. Elle redevient celle qui choisit, celle qui donne, celle qui tient encore debout. Et c'est peut-être là sa victoire la plus profonde. Dans sa jeunesse, on décidait pour elle de son image, de ses chansons, de son emploi du temps, parfois même de la manière dont elle devait sourire. Aujourd'hui, lorsqu'elle monte sur scène, ce geste lui appartient enfin. Elle n'obéit plus à un producteur, à un mari, à une maison de disques ou à la peur de disparaître. Elle chante parce qu'elle l'a décidé. La douleur n'a pas disparu. Elle s'est simplement transformée en présence invisible. Elle marche avec elle, dans les coulisses, attend derrière le rideau, puis se tait lorsque la lumière arrive. Sheila a appris à ne plus lui céder toute la place. Alors, quand le public se lève, on ne voit pas seulement une chanteuse légendaire. On voit une femme qui a perdu presque tous ses appuis, mais qui refuse encore de tomber. Car certaines artistes montent sur scène pour être applaudies, Sheila, elle, y monte pour continuer à vivre. Le véritable triomphe de Sheila ne se mesure pas seulement en millions de disques vendus, mais en blessures traversées sans jamais laisser la vie l'éteindre.
Elle a connu l'abandon, la maladie, les rumeurs, la perte d'un enfant, puis celle d'un compagnon essentiel. La scène n'a pas guéri ses douleurs, elle lui a offert une raison de se relever. Et derrière chaque sourire, il reste une vérité bouleversante. Sheila ne chante plus pour prouver qu'elle existe, elle chante pour continuer d'exister. Khamsi Mnam